Peu de visages au monde provoquent immédiatement les mêmes pensées que celui-ci. Un seul regard suffit et les gens pensent à l'Égypte antique, à des temples de pierre, à des rois oubliés, à des masques d'or et à des tombeaux scellés sous le sable brûlant du désert. Et au milieu de toutes ces images, le même visage apparaît encore et encore. Néfertiti. Depuis plus d'un siècle, son buste est considéré comme la plus belle représentation d'une femme de l'Antiquité. Des millions de visiteurs se sont arrêtés devant la vitrine de verre à Berlin, convaincus de contempler le véritable visage d'une reine égyptienne. Un cou parfait, une peau lisse, des lèvres paisibles, un regard qui semble presque vivant même après 3000 ans. Mais c'est précisément là que commence le véritable mystère. Car la femme derrière la vitre n'a peut-être jamais été la véritable Néfertiti, et ce que les scientifiques ont découvert au plus profond de ce buste pourrait changer tout ce que le monde croit savoir à son sujet. Avant de commencer, si les histoires cachées, les mystères non résolus et les vérités sombres vous fascinent, abonnez-vous maintenant à la chaîne et restez jusqu'à la fin, car plus on plonge dans cette histoire, plus elle devient troublante. Bon, chaque année, des centaines de milliers de personnes se rendent à Berlin uniquement pour passer quelques minutes devant ce buste. Beaucoup restent silencieux devant la vitre. Certains prennent des photos, d'autres contemplent simplement ce visage si calme qu'on dirait que le temps lui-même l'a oublié. Mais la plupart ignorent qu'un second visage est dissimulé sous la surface peinte, un visage qui n'aurait jamais dû être vu. En 1912, une équipe allemande d'archéologues travaillait dans les ruines d'Amarna. C'est là qu'avait autrefois régné le pharaon Akhenaton, l'époux de Néfertiti. La ville était restée enfouie sous le sable pendant des millénaires. Des murs effondrés sortaient encore du sol. Les temples étaient en ruine, des rues entières avaient disparu. Puis les archéologues pénétrèrent dans l'atelier d'un sculpteur nommé Thoutmôsis. Au milieu de la poussière et des décombres, ils découvrirent un buste couché sur le côté. Aucune inscription, aucun nom, aucun symbole royal, seulement un visage. À cette époque, personne n'imaginait que cet objet deviendrait un jour l'une des œuvres d'art les plus célèbres du monde. Le buste fut transporté en Allemagne, exposé derrière une vitre, photographié, admiré. Pendant des décennies, historiens, artistes et visiteurs crurent contempler la véritable Néfertiti. Mais des années plus tard, des chercheurs décidèrent d'examiner l'œuvre de plus près. Grâce à la tomographie moderne, ils commencèrent à explorer l'intérieur du buste. La même technologie utilisée dans les hôpitaux pour examiner le corps humain devait désormais révéler un secret vieux de 3000 ans. Des rayons traversèrent la pierre sous des centaines d'angles différents. Des ordinateurs reconstruisirent couche après couche l'intérieur de l'œuvre en 3 dimensions. Les scientifiques ne s'attendaient à rien d'extraordinaire. Un simple noyau de calcaire, une fine couche de plâtre, une représentation royale classique. Mais lorsque les premières images apparurent sur l'écran, l'atmosphère dans la pièce changea immédiatement. Sous la surface célèbre se trouvait un second visage. Pas idéalisé, pas parfait, humain. Le nez semblait plus long et plus anguleux. De petites rides entouraient la bouche. De fines marques apparaissaient sous les yeux. Les joues étaient légèrement asymétriques. Le visage présentait des irrégularités. Il semblait plus âgé, plus réel, plus vulnérable. Ce n'était pas la beauté éternelle derrière la vitre. C'était une femme réelle et quelqu'un avait délibérément choisi de la cacher. Le sculpteur avait soigneusement taillé le visage original dans le calcaire, puis l'avait recouvert de plusieurs millimètres de plâtre. Par-dessus, il créa une seconde version, plus lisse, plus calme, plus parfaite, un masque. Et c'est précisément ici que surgit la véritable question. Pourquoi un artiste royal aurait-il dissimulé le vrai visage de la femme la plus puissante d'Égypte pour créer à la place une image artificielle? Pour comprendre cela, il faut se pencher sur ce qui fut peut-être la période la plus étrange de toute l'histoire égyptienne. Akhenaton, le mari de Néfertiti, fit quelque chose qu'aucun pharaon avant lui n'avait osé accomplir. Il détruisit les fondements religieux d'un empire vieux de plusieurs millénaires. Les temples des anciens dieux furent enfermés, les prêtres perdirent leur pouvoir, leur richesse et leur influence. Les noms de divinités vénérées depuis des siècles disparurent soudainement des inscriptions. Puis Akhenaton déclara qu'il ne devait exister qu'un seul dieu, Aton, le disque solaire visible dans le ciel. Mais quelque chose d'encore plus dangereux allait suivre. Il affirma que seuls 2 êtres humains sur Terre pouvaient communiquer directement avec ce dieu, lui-même, et Néfertiti. Ensemble, ils quittèrent les anciens centres de pouvoir de l'Égypte pour bâtir une capitale entièrement nouvelle au milieu
milieu du désert. Amarna surgit presque du néant. Des temples furent construits, des palais érigés, des avenues entières apparurent en temps incroyablement court. Ce n'était pas seulement un changement politique, c'était une révolution. Et au cœur de cette révolution, Néfertiti n'apparaissait pas simplement comme l'épouse d'un souverain, elle devenait le visage d'une nouvelle idéologie. Sur les reliefs de cette époque, elle apparaît aux côtés d'Akhenaton lors de cérémonies sacrées. Mais certaines représentations vont encore plus loin. On y voit Néfertiti seule, frappant des ennemis avec une massue, une posture jusque-là réservée exclusivement au pharaon. Aucune reine égyptienne avant elle n'avait jamais été représentée de cette manière. Elle était plus qu'une reine, elle était le pouvoir. Et c'est précisément pour cette raison que la découverte sous la couche de plâtre change tout. Car soudainement, le buste ne ressemble plus à une œuvre d'art ordinaire. Il ressemble à de la propagande. Ce visage parfait n'avait peut-être jamais été conçu pour montrer la véritable femme. Il devait montrer la force, la beauté éternelle, le calme divin, le contrôle absolu. Le peuple ne devait pas voir la véritable Néfertiti, il devait voir la version dont le régime avait besoin. Et c'est ici que l'histoire devient vraiment inquiétante. Le buste n'a pas été découvert dans un temple, ni dans une tombe, ni dans un palais. Il se trouvait dans un atelier. Cela signifie probablement qu'il servait de modèle, un modèle maître destiné aux artistes de tout le royaume. Copié encore et encore, reproduit à l'infini, afin que la même version contrôlée de la reine apparaisse partout en Égypte. Le même visage, le même calme, la même perfection. Le monde admire cette représentation depuis plus d'un siècle, mais peut-être que le monde n'admire pas une personne réelle. Peut-être admire-t-il une illusion soigneusement fabriquée, et c'est à ce moment-là que l'histoire devient encore plus sombre, car vers la 12e année du règne d'Akhenaton, quelque chose d'étrange se produit. Néfertiti disparaît brusquement. La femme qui apparaissait partout auparavant, sur les murs des temples, dans les palais, sur les reliefs officiels, cesse soudainement d'exister dans les représentations. Aucune grande cérémonie, aucune tombe connue, aucun récit clair de sa mort. C'est comme si quelqu'un avait commencé à l'effacer de l'histoire. Pendant longtemps, les historiens ont cru qu'elle était probablement morte d'une maladie, peut-être une épidémie, peut-être des causes naturelles. Mais les découvertes archéologiques racontent une autre histoire. Dans plusieurs complexes de temples, des chercheurs ont découvert des traces de modifications délibérées. Le nom de Néfertiti avait été martelé hors des inscriptions. Pas par hasard, pas à cause de l'érosion, délibérément. Et aux mêmes endroits, un autre nom apparaissait soudainement. Néfer-Néfer-Ouaton, une figure royale mystérieuse qui apparut peu après la mort d'Akhenaton et régna brièvement sur l'Égypte. Ce qui rendait cela étrange, c'était le langage des inscriptions. Les formes grammaticales et médiatiques étaient féminines, les titres étaient féminins, les formulations indiquaient encore et encore qu'il s'agissait d'une femme. Et certains égyptologues commencèrent lentement à développer un soupçon troublant. Et si Néfer-Néfer-Ouaton et Néfertiti étaient une seule et même personne? Et si, après la mort de son mari, elle avait elle-même pris le trône? Plusieurs chercheurs passèrent des années à analyser chaque inscription de cette période. Les noms furent comparés, les titres royaux étudiés, les cartouches endommagées reconstruits, et peu à peu, une image difficile à ignorer commença à émerger. Néfertiti n'aurait peut-être jamais disparu après la mort d'Akhenaton. Elle serait peut-être devenue pharaon sous un nouveau nom. Il existait même des précédents historiques. Des siècles plus tôt, Hatshepsut avait déjà modifié son identité afin de pouvoir régner comme pharaon malgré son sexe. Mais dans le cas de Néfertiti, quelque chose semble différent, car peu après sa possible prise de pouvoir, commence une période chaotique de changement, d'effacement et de réécriture. Et cela devint particulièrement évident des années plus tard dans la tombe d'un autre souverain, Toutankhamon. Lorsque Howard Carter découvrit sa tombe en 1922, le monde entier crut d'abord à un miracle intact. Des masques d'or, des bijoux, des sarcophages, des objets cérémoniels. Mais en examinant les trésors de plus près, les chercheurs remarquèrent quelque chose d'étrange. Beaucoup de ces objets semblaient à l'origine avoir été fabriqués pour quelqu'un d'autre. Des noms avaient été grattés, des terminaisons féminines remplacées par des masculines, des inscriptions réécrites à la hâte.
Certains objets en or portaient encore des traces des gravures originales sous les modifications plus récentes. Tout donnait l'impression que quelqu'un avait essayé, dans une immense précipitation, d'effacer une autre identité. Et encore, les indices semblaient conduire vers une femme. Une femme qui aurait peut-être régné avant Toutankhamon. Une femme dont le nom devait disparaître, peut-être Néfertiti elle-même. L'idée est profondément troublante. Les trésors les plus célèbres de l'Égypte antique n'auraient peut-être jamais été créés pour le jeune roi. Ils auraient pu appartenir à une souveraine dont la mémoire fut ensuite délibérément effacée. Son identité n'aurait pas simplement été oubliée, elle aurait été remplacée. Et soudainement, le célèbre buste de Berlin paraît encore plus étrange. Pourquoi l'une des œuvres d'art les plus célèbres de l'Antiquité ne porte-t-elle aucun nom clair? Pourquoi manque-t-il toute inscription identifiable? Pourquoi la représentation la plus célèbre de cette femme ne comporte-t-elle aucun marquage officiel? Peut-être parce que quelqu'un le voulait ainsi, peut-être devait-elle devenir sans nom. Et alors surgit la question suivante: si son nom a été effacé, qu'est-il arrivé à son corps? En 1817, des chercheurs découvrirent une petite tombe inachevée dans la vallée des Rois. Aujourd'hui, elle porte le nom de cave 21. À l'intérieur reposaient 2 momies féminines. Aucun nom, aucun symbole royal, aucun texte funéraire. L'une des femmes était allongée avec le bras plié sur la poitrine, une position normalement réservée aux membres les plus importants de la famille royale, mais personne ne savait qui elle était. Pendant des décennies, l'identité de cette momie demeura un mystère. Les restes étaient gravement endommagés. Les anciennes méthodes scientifiques ne permettaient presque aucune analyse exploitable. Puis, des décennies plus tard, tout changea. En 2022, une équipe internationale utilisa des techniques génétiques céanatogénétaires modernes afin d'extraire de l'ADN à partir de minuscules fragments de tissus abîmés. Et les résultats tombèrent. La momie appelée Cavevigne et un B possédait la même lignée maternelle que Toutankhamon. Cette femme était étroitement liée à la famille royale la plus célèbre d'Égypte. Peut-être sa mère, peut-être sa tante, peut-être sa sœur aînée. Et soudainement, un nom revint au centre de toutes les spéculations: Néfertiti. Mais l'ADN n'était pas la partie la plus troublante. C'était l'état même du corps. Les examens médico-légaux révélèrent de graves blessures. Les 2 bras semblaient tordus et fracturés. La cage thoracique était endommagée. Le crâne présentait des fractures aux arêtes nettes. Et certains experts pensent aujourd'hui que ces blessures ne se sont pas produites après la mort, mais au moment même de sa mort. Et c'est là qu'émerge une possibilité encore plus sombre. Et si Néfertiti n'avait pas simplement disparu? Et si elle avait été éliminée violemment? Pour plusieurs chercheurs, les blessures observées sur la momie semblaient étrangement précises. Elles ne ressemblaient pas aux dommages habituels provoqués par l'effondrement de pierres ou par la pression accumulée durant des millénaires dans une tombe. Les fractures ne suivaient pas les modèles typiques que les archéologues observent généralement sur des restes anciens détériorés naturellement. Les bras semblaient avoir été forcés vers l'arrière. Le crâne portait des traces d'un impact extrêmement violent. Certains scientifiques décrivirent même les blessures comme des indices suggérant que la femme aurait pu être maintenue de force. Bien sûr, tout cela reste controversé. Il n'existe aucune preuve définitive, aucune inscription mentionnant son nom, aucun document décrivant un meurtre, mais c'est précisément ce qui rend cette histoire si dérangeante. Plus la technologie moderne progresse, moins la fin de Néfertiti ressemble à une mort naturelle. Puis, une théorie encore plus étrange fit son apparition. Une théorie qui mit même des égyptologues expérimentés mal à l'aise. En 2015, le chercheur britannique Nicholas Reeves étudia des scans haute résolution de la chambre funéraire de Toutankhamon. Nuit après nuit, il analysa les images numériques des murs peints et il remarqua quelque chose d'étrange. Sous la surface des fresques, il croyait distinguer des lignes droites et des formes rectangulaires, des structures qui ne correspondaient pas à la forme naturelle de la roche. Pour Reeves, cela ressemblait à des portes murées, des passages cachés, et soudainement, un soupçon incroyable prit forme. Et si d'autres pièces se trouvaient derrière les murs de la tombe de Toutankhamon, des pièces volontairement scellées, peut-être même la véritable chambre funéraire de Néfertiti? L'idée se répandit immédiatement dans le monde entier. Les médias en parlèrent, des documentaires furent produits, des scientifiques débattirent publiquement de la possibilité que la tombe la plus célèbre du monde cache encore un secret enfoui. Et il existait effectivement certains
certains indices soutenant la théorie de Reeves. La tombe de Toutankhamon est étonnamment petite pour un pharaon. Son agencement ne correspond pas totalement aux tombes royales typiques de cette époque. Certaines parties semblent avoir été terminées dans la précipitation presque improvisée. Reeves en conclut que la tombe n'avait peut-être jamais été destinée à Toutankhamon. Peut-être avait-elle été préparée pour un autre souverain, peut-être pour Néfertiti. Et lorsque le jeune roi mourut prématurément, les ouvriers auraient rapidement adapté la structure existante et scellé les véritables chambres derrière les murs. En 2016, une équipe japonaise effectua des analyses radar du site. Les résultats semblaient effectivement indiquer la présence de cavités derrière les parois. Pendant un bref instant, il sembla que la plus grande découverte archéologique du siècle était sur le point d'avoir lieu. Mais ensuite vint le revers. En 2018, des chercheurs italiens, utilisant une technologie plus avancée, arrivèrent à une conclusion différente. Selon eux, les signaux radars correspondaient probablement à de simples variations naturelles dans la roche. Aucune pièce secrète, aucune porte cachée. À ce jour, les analyses se contredisent toujours. Et c'est précisément pour cela que la possibilité demeure. Peut-être qu'une chambre funéraire intacte repose encore derrière une fine paroi peinte. Peut-être que des milliers de touristes passent chaque année à quelques centimètres de l'un des plus grands secrets de l'Antiquité sans même le savoir. Et tandis que ce débat continue, une autre question devient de plus en plus oppressante. Qu'est-il arrivé aux enfants de cette famille? Car si quelqu'un essayait réellement d'effacer la mémoire de Néfertiti, il n'aurait pas suffi de supprimer son nom. Il aurait aussi fallu faire disparaître sa lignée. Néfertiti et Akhenaton eurent 6 fils. Dans les premières représentations d'Amarna, elles apparaissent partout, lors de cérémonies religieuses, dans des processions royales, en train de jouer dans les palais. La famille semble presque anormalement humaine pour l'art égyptien. Mais ensuite, les filles commencent à disparaître des archives l'une après l'autre. D'abord, l'une des filles aînées meurt durant le règne de son père. Dans une scène peinte dans la tombe royale d'Amarna, on voit Akhenaton et Néfertiti penchés de douleur sur le corps de leur fille. C'est l'une des scènes les plus émotionnelles jamais retrouvées de l'Égypte antique. Mais juste à côté des parents endeuillés se tient une nourrice, et elle tient un nouveau-né dans ses bras. L'enfant n'est jamais expliqué, aucun nom, aucune autre mention, seulement cette image étrange et silencieuse. Et certains chercheurs pensent qu'un autre secret sombre se cache précisément dans cette scène. Plusieurs historiens supposent que la princesse morte aurait pu décéder en donnant naissance à cet enfant. D'autres vont encore plus loin et pensent que le bébé pourrait être né d'une union à l'intérieur même de la famille royale. Dans l'Égypte antique, les mariages entre proches parents parmi les souverains n'étaient pas rares. On croyait ainsi préserver la pureté de la lignée divine, mais cette pratique aurait peut-être lentement détruit la dynastie. La scène d'Amarna paraît aujourd'hui presque inquiétante. 2 parents pleurent leur fille morte tandis qu'à quelques centimètres d'eux, un nourrisson sans nom est tenu dans les bras d'une servante. Une scène remplie de deuil, de pouvoir et de silence, et ce silence semble engloutir toute la famille. Une autre fille, Ankhésénamon, fut plus tard mariée à son demi-frère Toutankhamon. Ils étaient tous les deux extrêmement jeunes. Leur union n'avait rien à voir avec l'amour. Elle devait simplement garantir la stabilité du royaume. Puis Toutankhamon mourut soudainement, et ce qu'Ankhésénamon fit ensuite bouleversa l'équilibre politique du monde antique. Elle écrivit une lettre au roi des Hittites, le grand rival de l'Égypte au nord. Dans cette lettre, elle lui demandait d'envoyer l'un de ses fils en Égypte afin qu'elle puisse l'épouser. La lettre était désespérée. Elle expliquait qu'elle refusait d'épouser un simple serviteur. Elle avait besoin d'un véritable prince. Donc le roi hittite pensa d'abord à un piège. Mais finalement, il accepta d'envoyer l'un de ses fils vers l'Égypte. Le prince n'arriva jamais à destination. Il fut tué en chemin. Et peu de temps après, Ankhésénamon disparaît elle aussi de l'histoire. Aucune tombe certaine, aucune momie clairement identifiée, aucun récit précis. C'est comme si toute la lignée de cette famille avait commencé à se dissoudre sous les yeux même de l'histoire. Les autres filles disparaissent, elles aussi presque totalement des sources historiques. En c'est très peu d'informations fiables, très peu de découvertes claires. 6 princesses royales. Et à la fin, il ne reste que des fragments. Aujourd'hui, de nombreux chercheurs pensent que cela n'était pas un hasard. Après la fin de la période d'Amarna,
d'Amarna, de nouveaux souverains prirent le pouvoir. L'un d'eux était Horemheb, un général qui devint lui-même pharaon. Sous son règne commença une destruction systématique de la mémoire d'Akhenaton et de sa famille. Les noms furent retirés des temples, les statues détruites, les inscriptions réécrites. Toute la révolution religieuse d'Amarna devait disparaître de l'histoire. Et cela ne concernait peut-être pas uniquement les bâtiments, mais aussi les êtres humains. Sans tombes officielles, sans culte funéraire et sans descendants reconnus, cette famille perdit sa place même dans l'au-delà. Dans l'Égypte antique, c'était pire que la mort elle-même. La mémoire signifiait l'existence. Être oublié revenait à cesser d'exister. Et c'est précisément pour cela que le buste de Berlin prend aujourd'hui une signification presque ironique. Car la représentation la plus célèbre de Néfertiti a peut-être survécu uniquement parce qu'elle était anonyme. Aucune inscription claire, aucun titre royal, seulement un visage. Ceux qui tentèrent d'effacer cette famille de la mémoire du monde n'ont peut-être jamais remarqué le buste. Il resta simplement abandonné dans l'atelier déserté pendant qu'Amarna disparaissait lentement sous le sable. 3000 ans plus tard, il fut redécouvert et aujourd'hui des millions de personnes connaissent son visage, alors même que ses ennemis avaient tout fait pour que le monde l'oublie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car la science moderne a commencé non seulement à étudier l'histoire politique de cette famille, mais également leur corps eux-mêmes. Et ce que les chercheurs découvrirent dans les gènes de cette dynastie pourrait expliquer pourquoi elle s'est effondrée si rapidement. En 2010, des scientifiques publièrent une vaste analyse ADN de plusieurs momies de la 18e dynastie. Les résultats furent effrayants. Les analyses indiquaient que des proches parents avaient eu des enfants ensemble pendant plusieurs générations, frères et sœurs, demi-frères et demi-sœurs. Des unions extrêmement proches au sein de la lignée royale. Les conséquences de telles relations peuvent être graves. Des maladies génétiques cachées s'accumulent au fil des générations avant d'apparaître brutalement, et c'est exactement ce qui semble être arrivé à Toutankhamon. Les scanners de son corps révélèrent d'importants problèmes physiques. Un pied déformé, des os fragiles, des signes de maladie du squelette. Aujourd'hui, certains chercheurs pensent que les cannes retrouvées dans sa tombe n'étaient pas seulement des objets cérémoniels. Il en avait réellement besoin. Le jeune roi mourut probablement vers l'âge de 18 ou 19 ans seulement. Son corps était peut-être déjà affaibli par la maladie bien avant sa mort. Mais cela rend l'histoire encore plus sombre, car des analyses génétiques plus récentes effectuées sur la momie Kv20 et 1B révélèrent de possibles anomalies liées à des maladies du tissu conjonctif. Ces maladies fragilisent les os, rendent les blessures plus dangereuses, favorisent les hémorragies internes. Et soudainement, les blessures observées sur la mystérieuse momie prirent une autre signification. Si cette femme était réellement Néfertiti, un seul coup violent aurait peut-être suffi à la tuer. Mais ce ne sont pas seulement les gènes de cette famille qui soulèvent des questions. Leur environnement lui-même aurait pu les rendre lentement malades. Des études réalisées sur la période d'Amarna ont révélé des concentrations élevées de substances toxiques comme le plomb, le mercure et l'arsenic. Ces éléments étaient présents dans les pigments éclatants utilisés pour peindre les temples et les palais. Les bâtiments somptueux qu'Akhenaton et Néfertiti avaient de fait construire auraient pu empoisonner lentement leurs habitants pendant des années sans qu'ils s'en rendent compte. Les couleurs même de leur révolution religieuse auraient peut-être participé à leur destruction. Une exposition prolongée à ces substances peut affaiblir les os, endommager le système nerveux et attaquer le système immunitaire. Et soudain, toute l'histoire de la famille d'Amarna ressemble presque à un effondrement progressif sur tous les plans à la fois. Politique, religieux, biologique. Et au centre de tout cela se trouvait Néfertiti, la femme dont le visage est encore admiré aujourd'hui derrière une vitre.